tous mes chroniqueurs se sont désolidarisés, ils sont loin, ils sont partis. Je me sens un peu seul, même si Romain revient à l'instant. Et ce soir, on reçoit des invités golf, parce qu'il y a eu un événement majeur la semaine dernière. La Ryder Cup, évidemment, peut-être la plus grande compétition dans le golf, qui a eu lieu en France d'autant plus. Et donc, on a voulu en parler avec des invités. Et ce soir, on accueille Nathan et Maxence, qui ont tous les deux donc 16 ans et 14 ans, et membres du, si je me trompe pas, c'est ça, 16 ans et 14 ans, qui sont membres du pôle Espoir Golf au Crêpes de Montpellier. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Pas trop le stress, non? Ça a l'air d'être plutôt tranquille. Non, Mieux que moi pour ma première en tout cas. Et on reçoit aussi David qui est professeur de sport. Attention, alors là, le sigle, il faudra que je me trompe. La DRJSCS, Direction Régionale Jeunesse et Sport, donc, et Cohésion Sociale. C'est ça. Donc voilà, de l'Occitanie, précisons-le. Passionné de golf évidemment, et présent cette année à la Ryder Cup. Cette Ryder Cup 2018 à Saint-Quentin en Yvelines. On en parlera à la toute fin de cette interview. On va commencer avec un peu vous, un peu les plus jeunes. On va commencer avec honneur aux plus jeunes. Et donc une question plutôt rudimentaire, plutôt simple. Pourquoi le golf? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette discipline, dans ce sport? Quelles sont vos motivations dans ce sport? Bah alors tout d'abord, il y a eu ma famille qui joue au golf, qui m'a incité à commencer. Après ça m'a plu, j'ai joué, j'ai voulu jouer, j'ai recommencé, ça s'enchaîne. De suite, t'as aimé le voilà. golf? Ouais. C'est ça Une histoire de envie d'y famille. retourner, c'est entraînant quoi, ça te stimule, tu y penses, t'aimes faire ça, et quand t'aimes, t'as tout le temps envie d'y retourner. Ouais, en effet. Et du coup, Nathan, c'est ça? Ouais. Nathan et Max, ok. Moi c'est un peu la même chose. Mon père il joue au golf, mon grand-père aussi. Et quand j'étais jeune, je voulais toujours aller jouer avec eux. Ouais. Et ça m'a toujours incité à jouer. Donc ouais, c'est des histoires de famille avant tout. Ouais. Est-ce que le passionné de golf joue quelquefois au golf ou pas du tout? De temps en temps? De temps en temps, moins souvent qu'eux, sans doute. Après, à leur différence, pour dire que ce n'est pas toujours qu'une histoire de famille, moi, ce n'est pas du tout une histoire de famille. J'ai commencé par le plus pur des hasards, au gré d'un boulot que je faisais au Club Med, où j'ai découvert en fait le golf au milieu du travail. Et voilà, ça a commencé comme ça. Bon, Comme quoi, il n'y a pas qu'une histoire de famille. Voilà, pour contrebalancer, juste, effectivement. Au niveau des catégories, est-ce qu'il y a des catégories jeunes ou quoi que ce soit? Est-ce que vous êtes dans une catégorie spéciale, vous, cette année? Ouais. Moi je suis en U16. Ouais. Et Max il est en U14. Du coup, c'est tous les 2 ans, c'est ça? Ouais. Il y a des compétitions propres au U16 ou U14, vous êtes réunis Bah ouais. Est-ce que vous avez déjà fait un parcours ensemble, par exemple? Oui, bien sûr, il y a les compétitions jeunes quand on commence. Là, il y a la première catégorie en U12, là où on fait que des compétitions jeunes. Ouais. Avec des gens de notre âge, parce qu'on n'a pas encore le niveau pour disputer des compétitions avec n'importe qui. C'est à quel âge à peu près qu'on peut disputer des compétitions avec les très grands pros, on va dire? Les très grands pros? Ouais. Alors peut-être les compétitions majeures en France, par exemple. Les compétitions pro, il faut d'abord passer pro pour pouvoir jouer. Ouais. Donc pro, on peut le passer n'importe quand on veut. Ouais. Après, il faut être prêt, parce que quand on est pro, on peut plus faire de compétition amateur. Du coup, on peut plus évoluer dans les classements français. Et on est obligé de jouer qu'avec des pros. Donc faut y passer quand on pense avoir le bon niveau pour y passer. D'accord. Et du coup, c'est à peu près vers quel âge? Il n'y a pas un âge précis? Est-ce que le golf, quand on passe pro, c'est plus un âge avancé ou plutôt jeune? Je dirais entre 20 et 22 ans. Ouais. Ah oui, quand même, ça reste quand même jeune. Ouais, 22, allez, jusqu'à 25 ans, je pense. D'accord, donc encore 5 ans, c'est bon du coup. Ouais, c'est ça. Ok, une autre question, peut-être sur les tournois en eux-mêmes, c'est des tournois nationaux, régionaux, départementaux, comment ça se passe au niveau de ça? Y a la fédération organise des grands prix au niveau national. Oui. Et on y participe dès qu'on peut, quoi. Et pour vous, les objectifs à court et à long terme sur le golf, qu'est-ce que vous voulez gagner? Est-ce que vous voulez progresser? Est-ce que vous voulez voyager grâce au golf? Ou quelles sont vos motivations, un peu, vos objectifs? Bon, on voudrait bien progresser au maximum, après voir où ça peut nous mener le plus haut possible. Si on peut en faire notre métier, ouais. C'est l'objectif. Si on peut le démocratiser partout, pouvoir rendre une autre image,
pouvoir faire comme Woods a fait aux États-Unis, Mhm. pouvoir faire ça en France, ça serait génial. Ouais, parce qu'en France, ça se développe encore, mais c'est vrai qu'on manque presque d'icônes, on va dire. Nous, on connaît au grand public, on connaît peut-être Victor Dubuisson qui est peut-être le plus connu pour nous. Et après, on pense tout de suite au plus grand, Tiger Woods, évidemment, au niveau mondial. L'objectif ultime pour un golfeur, c'est quoi? C'est la Ryder Cup, qu'est-ce que c'est? Je pense à la Ryder Cup, mais c'est aussi gagner un majeur. Ouais, on a ce qu'on appelle aussi un grand chelem comme au Ouais, c'est tennis. ça. Ouais. Donc c'est quoi le plus connu? Master d'Augusta, c'est Il ça? y a le Masters qui joue à Augusta, il y a l'US Open qui tourne sur différents golfs. Il y a aussi le British Open et l'USPGA. Ouais. Ce qui est généralement dans les pays un peu anglo-saxons et pas en France. Il y a que le British Open qui joue en Angleterre. Ouais. Et sinon, les 3 autres, c'est aux États-Unis. Et en France, c'est quoi le plus gros tournoi? C'est l'Open de France, un tournoi de l'European Tour. Ouais, ok, d'accord. Il se passe en 50 ans en Yvelines aussi ou Ouais. pas du tout? Au Golf Ok. National, tout à fait. D'ailleurs, le British Open, j'en profite de sortir des îles de l'Angleterre pour aller en Irlande, si je m'abuse, je crois, à Royal Dornoch, il me semble, à Portrush, je crois. À Portrush, oui. Donc ça sort un peu du cadre. Ouais, mais ça reste britannique. de Ouais. toute Ouais, façon, ça reste forcément. britannique, Ça s'appelle Open britannique. Donc. Quelles sont un peu les qualités pour un golfeur? Alors je parle évidemment des qualités physiques, mais ça peut être aussi des qualités peut-être psychologiques, mentales, à détenir donc pour vous les golfeurs. Bah, physique, faut être assez réparti. Ouais. Pas avoir que une seule partie du corps très forte. Parce qu'on peut penser tout de suite, pour amateurs de golf, au dos peut-être avec le swing. Ouais, c'est très important, surtout quand on commence la musculation. Ouais. Au bout d'un moment, quand on commence à taper beaucoup, beaucoup faire de golf, au bout d'un moment, il faut vraiment se renforcer à côté du golf, parce que sinon après ça peut nous poser des problèmes. Des problèmes d'articulation, de muscles, des tendinites par exemple. Ouais. Beaucoup de choses comme ça. D'accord. Et du coup, c'est quoi à peu près un entraînement type pour un golfeur? Est-ce que c'est plus de la muscu ou vraiment on pratique avec le... Comment on appelle ça déjà? Le putt, non? C'est pas ça? Mhm. Pour l'ustensile à dire? C'est le putt, c'est ça? Si je me trompe pas. Ustensile, ça m'a fait Ustensile. sourire par contre. Du coup, c'est quoi à peu près l'entraînement type? Est-ce que c'est beaucoup de muscu, un peu ou pas du tout? Non, généralement, on fait 3 heures à 4 heures de golf dans la journée. Et on Ouais, ce qui finit est déjà par pas mal. 1h30 de muscu. Une Ouais. heure de muscu. D'accord, donc c'est plus de la pratique que de la muscu. Ouais. Ok, d'accord. Donc ça, c'est à peu près la journée type. Est-ce vous travaillez d'autres choses ou pas du tout, non? Non. C'est juste de la pratique, de la Bon. muscu? On fait parfois de la prépa mentale en dehors du golf, Ouais. mais ça reste Et à quoi ça exceptionnel. consiste à peu près la prépa mentale? Alors la prépa mentale, on essaye de se fixer des objectifs déjà. Ça c'est assez important au golf. Mm. Fixer des objectifs faisables et assez hauts quand même pour nous tirer vers le haut. Et après en prépa mentale, il y a beaucoup de choses techniques au golf. Donc en prépa mentale, on peut faire des coups par exemple qu'on n'aime pas, des coups qu'on sait pas comment faire, apprendre à avoir d'autres options que ce qu'on sait faire. Dans notre tête, avant de jouer, il faut se préparer à faire un coup. C'est tout plein de choses techniques. D'accord. Et quand on effectue un tournoi, quelle est la plus grande peur de ce tournoi, de se rater complètement? Quelle est cette peur-là? Bah, il Quelles sont les limites, on va dire? n'y a pas tellement de peur quand on attaque un tournoi. Parce qu'on a rien à craindre. Quand on est là, on n'a rien à perdre. Donc on y va, il n'y a pas à avoir de peur. C'est faire le mieux possible, le mieux qu'on peut faire et on voit à la fin. D'accord. Guillaume, tu as une question peut-être? Vos tournois, à votre âge, est-ce que c'est comme les pros sur 4 jours à partir du jeudi ou c'est quel format en fait? En fait, nous c'est sur 3 jours, du vendredi au dimanche. Et normalement, le jeudi, on fait une reconnaissance du parcours. D'accord. Donc il y a quand même une notion un peu d'endurance Ouais. mentale. D'accord. Très bien. Est-ce qu'un autre chroniqueur a une question? Non? Pas pour le On moment, peut- pas sur cette partie-là en tout cas. On peut passer au petit développement du golf en France et notamment ce stéréotype classique du golf qui souffre toujours donc des stéréotypes qu'on lui donne qui peuvent être peut-être vrais, on verra ça, sur le fait que le golf reste un sport pour une classe plus aisée.
Au vu des dernières années, est-ce que le golf devient plus populaire ou est-ce qu'il a toujours été même le sport, le golf populaire? Alors, populaire, il l'est malgré tout dans les, comment dire, dans les pays anglo-saxons, beaucoup plus qu'ici, objectivement. Il est aussi, eu égard au nombre de parcours qu'on y trouve. À titre de comparaison, il y a 600 parcours en France, bon, incluant des 9 trous, on va dire en gros, les 518 trous, parcours dit un peu de championnat. Il y en a quasiment 1500 juste en Floride, pour donner un ordre d'idée. Donc si on ramène ça par exemple à tous les États-Unis, bon. C'est un sport où, comme dans les îles aussi britanniques, Angleterre, Écosse, les gens ont tout le monde a un sac de golf dans le garage. Je veux dire, c'est assez commun, ce qui n'est pas le cas ici. Alors le coût de la pratique peut s'en trouver réduit au regard du nombre de parcours, puisqu'il y a beaucoup de parcours publics, alors certains prestigieux et très chers, même s'ils sont publics, mais certains moins prestigieux et très peu chers, où on peut pratiquer souvent à modeste coût. Il y a de tout, hein, c'est le grand écart. Il y a aussi des parcours privés, des country clubs où c'est totalement fermé, où les cotisations sont très chères. Mais voilà, c'est objectivement, si je ne dis pas de bêtises, c'est un des sports individuels, peut-être le sport individuel quantitativement le plus pratiqué dans le monde, qui est aussi pratiqué sur tous les continents, d'où le fait qu'il était aux Jeux Olympiques pour cette raison, pour son côté, bon, comme tous les sports qui sont aux Jeux Olympiques, mondialement pratiqués. Donc c'est vrai qu'il y a un écart quand même entre ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe encore en France au niveau du golf. C'est parce qu'on manque d'une culture au niveau du golf? Oui, on manque un peu d'une culture au niveau du golf. Et puis il y a effectivement, comme vous le notiez à juste titre, un peu des images qui collent encore au golf d'un sport effectivement élitiste. Alors c'est en partie vrai, parce qu'il y a quand même un coût inhérent à la pratique, alors notamment eu égard à ce que représente un coût d'entretien, un terrain de golf. Et bon, quand on paie une cotisation, on paie tout ça. Donc, dire une cotisation de golf, quand on dit cotisation, c'est être membre annuellement pour pouvoir jouer quand on veut. C'est entre 1000 et 3000 euros, on va dire, sur un vrai parcours, hein, 18 trous, pardon, entre 1000 et 3000 euros. Bon, Après, là où il faut modérer les choses, c'est que, par contre, pour les jeunes, jusqu'à l'âge de 18 ans, le golf n'est pas une activité chère. C'est-à-dire que quand, par exemple, si moi, je suis père de famille, je paie mon abonnement au golf, tous mes enfants qui vont être en dessous de 18 ans, quasiment, ça va rien leur coûter. C'est souvent la cotise des enfants est incluse dans celle des parents. Donc, c'est très peu cher jusqu'à 18 ans. Le matériel aujourd'hui, alors il y a beaucoup de marketing, hein, toutes les marques développent beaucoup de R&D, enfin de recherche et développement sur le golf, donc il y a des produits nouveaux, très chers, etc. Mais on peut jouer avec des clubs qui ont 10 ans ou jusqu'à 15 ans, qui fonctionnent très bien, sans céder aux sirènes du marketing et avoir du matériel tout à fait satisfaisant pour jouer. On peut acheter du matériel d'occasion, et puis une fois qu'on l'a acheté, voilà, il dure. Donc il y a un petit coup de départ, une petite mise de départ, je veux dire. Et après, objectivement, on peut arriver au moins jusqu'à leur âge à jouer sincèrement pour des tarifs qui ne dépassent pas ceux que je paie pour mes enfants, pour la piscine ou le volley, voilà, ou autre. Donc c'est là où il y a peut-être une pondération à mettre. Après, pour un adulte, oui, une cotisation, une abonnement annuel, c'est entre 1000 et 3000 euros. Après, si on joue une fois par semaine, c'est largement amorti. Voilà. D'accord. Et au niveau justement, vous avez dit peut-être faire du golf votre métier, ce qui est peut-être un bel objectif. Comment on finance justement par la suite les clubs de golf on essaye de trouver par des sponsors peut-être? Ouais, on essaye de trouver des sponsors qui peuvent nous aider financièrement, que ce soit des sponsors qui se trouvent dans le golf ou dans d'autres activités, pour essayer de nous financer et nous propulser vers le haut. D'accord, donc c'est uniquement, c'est surtout les sponsors, il n'y a pas d'autres financements est-ce que par exemple la fédération oui, il y a la fédération, peut-être le département, la ligue, le club encore qui est déçu, et les parents aussi. Évidemment. Ok, donc là c'est les financements, et au niveau peut-être du genre, c'est-à-dire est-ce que le golf, c'est un autre stéréotype, hein, est-ce que le golf est un sport masculin? Est-ce que c'est un sport on peut laisser répondre déjà. Il est pratiqué, oui, par plus d'hommes. Parce qu'il y a 338 975 hommes qui pratiquent. C'est précis. Et 129 091 femmes. Ouais. Donc il y a plus d'hommes. Il y a plus d'hommes. Et pourtant, par rapport à la retransmission un peu télévisuelle, on voit très peu de femmes dans le golf au final. Par rapport quand même aux événements sportifs qui sont
plus masculin. Il y a un écart parle de de la ratio Ryder important, mais pour autant, je pense que tu veux dire par là, c'est qu'il y a, Oui. il y a beaucoup de femmes qui le pratiquent et Oui. c'est très peu fréquent qu'on voit Exactement. des compétitions de. Alors déjà, c'est vrai que le golf est un sport en lui-même moins médiatisé. Donc déjà, c'est difficile d'avoir des compétitions de golf tout court, mais chez les femmes particulièrement. Alors, en l'occurrence, la France, pour le coup, chez les femmes, a un tournoi majeur de golf. Il n'y en a pas, pareil comme chez les hommes, il n'y en a pas des quantités infinies. Et l'Evian Championship est un tournoi majeur féminin. Donc le plus gros tournoi, ou dans les plus gros tournois mondiaux, qui se déroulent chaque année sur le même parcours, en l'occurrence, un peu à l'image du Master d'Augusta pour les hommes. D'accord, donc comment on peut expliquer aussi cette présence féminine qui est assez faible peut-être, pas uniquement dans la télé, mais dans les quotas, là on a parlé un peu d'un tiers de femmes. Pour reprendre ces quotas, mais je ne sais pas s'ils sont tellement différents d'autres activités. En l'occurrence, c'est aussi, à mon sens, une des forces du golf, c'est que c'est non seulement effectivement une activité qu'on peut pratiquer, on peut commencer tôt et qu'on peut pratiquer encore tard, et qui est aussi qu'on peut pratiquer, qui est très mixé au demeurant, où vous allez faire une partie entre hommes et femmes mélangés, avec beaucoup de femmes qui jouent beaucoup mieux que beaucoup d'hommes aussi, et voilà, c'est et puis on peut jouer avec des joueurs aussi de niveaux différents, partager la même partie puisque chacun joue sa balle. Donc pour le coup, c'est une activité qui est potentiellement assez mixée entre jeunes, vieux, femmes, hommes, et niveau même en âge aussi. Ouais, très bon niveau ou niveau relativement faible. Dès lors qu'il y a un minimum qu'on connaît un peu, voilà, le minimum de l'étiquette, le fonctionnement du jeu, on peut jouer avec des très bons joueurs sans perturber leur partie, quoi. D'ailleurs, c'était intéressant de juste une petite remarque à signaler. On parlait, alors d'autant plus dans les pays britanniques, du fait que le golf était un sport très pratiqué et qu'au niveau même mondial, c'était un des sports individuels, si ce n'est peut-être le sport individuel avec le plus d'adhérents. Mais même en France, où ce sport est moins développé, j'ai pu voir qu'en sport individuel, il est classé en 3e position, juste derrière le tennis et le judo en nombre d'adhérents. Donc ce qui montre aussi peut-être, et je pense que c'est à signaler, le fait que le golf a beaucoup de stéréotypes. Souvent les gens vont s'imaginer un golfeur, voilà, des passionnés de golf relativement âgés, aisés et plutôt masculins. Alors qu'en fait, ne serait-ce que ces chiffres, en montrant le nombre d'adhérents qu'il y a, tendent à prouver que le golf est un sport pas forcément très médiatisé, mais très pratiqué, et quelles que soient les tranches d'âge, quel que soit le sexe. C'est vrai. En fait, je dirais juste quelque chose par contre, dont on ne parle pas forcément, mais qui est une réalité, c'est que par contre, c'est une activité qui prend du temps, un peu, voire beaucoup, et ça, c'est un des facteurs de décision, c'est avoir le temps de pouvoir jouer en fonction de son activité professionnelle. Alors, on peut jouer le week-end, mais voilà, c'est une activité qui prend du temps, faire du trouble, et puis en plus le temps d'y aller, de revenir, pour peu qu'on boive un coup, même si ça dure 10 minutes, c'est une demi-journée minimum, du coup, pour faire 18 trous. Voilà. Contrairement à d'autres sports. Contrairement à d'autres sports où en 1 heure, 1h30, vous avez fait votre activité effectivement de la journée. Mais effectivement, juste quelque chose qu'il faudrait peut-être signaler, c'est même par ici, le fait qu'il y a plusieurs parcours de golf, justement. Peut-être que ça pourrait être intéressant de le citer pour montrer aux gens, aux auditeurs qu'il y a des golfs, ne serait-ce que dans notre région. Oui, tout à fait. Auquel peut-être d'ailleurs vous vous êtes rendu. Est-ce qu'il y a plusieurs golfs justement au-delà de là où vous devez vous entraîner, où vous pratiquez dans la région? Oui, on va s'entraîner à Montpellier au golf de Massanes. Il est à Bayargues. Et à celui de Foncaude à Juvignac. Ok. Il y a aussi celui de la Grande Motte qui est pas très très loin. Et c'est les principaux de Montpellier où on va s'entraîner. Je voulais peut-être réagir sur un peu les chances français et françaises dans le golf. Est-ce qu'il y a une progression ces dernières années? Est-ce qu'il y a une régression dans le golf français? Est-ce que on parle de Grégory Avray, de Victor Dubuisson, peut-être les plus connus d'entre eux. Grégory Avray commence presque à faire partie, enfin, on peut laisser répondre les jeunes concernés là-dessus, commence à faire partie de l'ancienne génération, oui, presque. Oui, Victor Dubuisson plutôt, ou d'autres, Lorenzo Vera, enfin, bon, ils peuvent en parler peut-être mieux que moi. Alors comment ça se passe au niveau des Français et des Françaises dans le golf? Oui, il y a Alexandre Levis, Victor Dubuisson et Lorenzo Vera qui joue pas trop mal en ce moment quand même. Même si Dubuisson pour le moment est blessé. Oui. Est-ce que ça l'a contraint à pas jouer la Ryder Cup, ou est-ce que s'il était même pas blessé, il aurait pu y jouer?
ou pas du tout? Ou le niveau était trop haut pour ça, il aurait fallu, bon, il a déjà fait une fois, il aurait fallu qu'il soit dans les points, le système de qualification de points, ou alors d'être Captain Pick, c'est-à-dire invité choix du capitaine, puisque le capitaine a quatre possibilités de choix libres. Un peu une wildcard. Délibéré, exactement, wildcard, c'est ça. Bon, ça, on ne peut pas savoir, puisqu'il n'a pas fait de saison avant, enfin, une saison blanche plus ou moins. Donc. D'accord. Donc au niveau de ça, est-ce qu'ils ont des bonnes performances, les Français, ou ça stagne un peu, ou ça régresse complètement? Je dirais que ça stagne un peu depuis 2-3 ans quand même. Mais on retrouve de temps en temps 2-3 victoires par saison des Français quand même. Ok, d'accord. On va finir peut-être avec l'événement qui a eu lieu la semaine dernière. C'était la Ryder Cup à Saint-Quentin-en-Yvelines en Ile-de-France. Et la victoire de la Team Europe contre la Team USA. D'ailleurs, je ne sais pas si le maillot trahit un petit peu. Vous y étiez justement pour cette Ryder Cup. Qu'est-ce que vous avez pensé, même tous d'ailleurs, de cette Ryder Cup, cette édition 2018 en France? C'était vachement impressionnant de pouvoir voir le très haut niveau mondial, l'élite quoi. Et ça nous montre qu'il y a encore du travail, beaucoup de travail. Et ça donne envie, ça aide. Quand il y a des moments de faible, on se rappelle que c'est pour ça qu'on bosse tous les jours, que c'est pour ça qu'on va à l'entraînement, qu'on travaille. Et ça donne vraiment envie quand on les voit, ils s'amusent, ils sont entre potes quoi. Et il y a un très très gros niveau. Et il y a encore du travail quoi. Mmh. C'est vrai qu'il y a un très haut niveau, et puis tu le dis, c'est une dimension intéressante à soulever, et qui est propre au golf, c'est aussi l'état d'esprit, ce côté équipe européenne, équipe américaine, et peut-être qu'on retrouve nulle part ailleurs dans le sport. Dans le golf, notamment, ce moment d'équipe, c'est à part quand on est amateur, effectivement, où on a davantage des matchs d'équipe. Après, chez les pros, il n'y a plus véritablement de matchs d'équipe. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a que la Ryder Cup où on voit un peu ça avec Mèche. Ouais. Comment on explique que les Américains n'y arrivent plus en terre européenne? Est-ce que ça commence à être mental? Je sais pas du tout. Alors, si on parle juste de cette année-là, je pense, c'est mon avis, ils ont sûrement l'heure, je pense que c'est le jeu de la compétition, hein, mais la préparation du parcours, le choix du parcours et la préparation du parcours a une grosse part dans la victoire européenne. Alors c'était le même pour les deux parties, mais c'est l'équipe chez qui ça se passe, en l'occurrence, a le choix du course setting, donc avec les greenkeepers, ceux qui en charge l'entretien du parcours, décident un peu du choix de la largeur c'est des termes anglo-saxons, hein, pour les auditeurs, mais la largeur des fairways, des endroits où on envoie la balle, de la façon dont vont rouler les greens, etc. Et voilà, alors sans rentrer trop dans les détails, on va dire qu'ils sont plus adaptés au jeu européen qu'aux standards qu'on trouve sur le parcours américain, peut-être plus large, avec moins de rough, voilà, et moins à l'avantage des gros bombardiers US, on va dire. D'autant plus que les Européens avaient justement réalisé aussi des reconnaissances du parcours beaucoup plus régulières. Oui, forcément. Ce qui, dans un sport comme le golf... Après, c'est l'avantage de jouer aussi à domicile. Le retour de Tiger Woods, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le golf? Est-ce que... On peut aussi parler de ses performances, c'est la Ryder Cup qui lui réussit pas forcément à Tiger Woods. Pas cette année en tout cas. Pas cette année, encore moins cette année, vu qu'il n'a rapporté aucun point, je crois, pour les États-Unis. C'est ça. Tiger Woods, la Ryder Cup, c'est pas trop son truc. Mais il a quand même fait une bonne saison, c'est quand même bien qu'il soit revenu, je trouve. En tout cas, je trouve que c'est l'un des plus... C'est l'icône du golf. C'est le plus grand joueur de tous les temps, je pense. Et c'est cool qu'il soit revenu au plus haut niveau. En tant que un peu amateur du golf, quels sont les golfeurs à suivre de très près dans les prochaines années à venir, ceux qui vont tout exploser, hein, si je peux me permettre. On a remarqué la doublette Fleetwood-Molinari qui a fait de belles performances, notamment cette Ryder Cup. Est-ce que ça peut être des futurs vainqueurs de Grand Chelem? Ce sont déjà, en l'occurrence, Molinari a gagné son premier majeur cette année, le British Open en l'occurrence. Après, ce qu'il y avait d'extraordinaire sur cette Ryder Cup, c'est qu'il y avait, pour le coup, vraiment de toutes les éditions, je pense qu'il y avait vraiment sur le papier ce qui se fait de mieux, voilà, dans le top mondial. En plus, l'occasion pour les amateurs du golf ou les peut-être plus vieux comme moi de voir Tiger, alors que il revient et qu'il a été sélectionné au dernier moment, donc c'était vraiment une occasion extra, de voir pour la dernière fois peut-être sans doute Phil Mickelson, et puis d'avoir tous ces jeunes
vous parliez des espoirs à avoir observé, qui sont et des espoirs pour les futurs majeurs, mais qui sont des jeunes qui ont pour beaucoup aussi déjà gagné des majeurs, et les Spieth, les Dustin Johnson, les Brooks Koepka. Et c'est là aussi le golf, le rajeunissement du golf à haut niveau ces dernières années, c'est qu'avant la maturité pour gagner, elle passait 30 ans. Et maintenant, on a des gars qui ont 25 ans et qui ont déjà gagné un majeur ou deux. Voilà. Et ça, c'est un grand changement aussi par rapport, on va dire, à il y a 20 ans peut-être. Justement, cette Ryder Cup, cet événement, qu'est-ce que ça va apporter pour la France? Est-ce que ça peut apporter un peu plus de financement, un peu plus de parcours de terrain de golf à travers la France, ou même peut-être faire gagner des licenciés à la Fédération française de golf? Peut-être tout à la fois, je ne sais pas quel est leur avis. En tout cas, voilà, il y a une grosse retransmission de télé, en tout cas pour la première fois, je crois qu'il y a eu plus de 2 millions de spectateurs. Ça a battu des records en effet. Et ça, fondamentalement, de toute façon, il en restera quelque chose. Ça, voilà. Après, ça aura fait découvrir aux téléspectateurs ce que c'est vraiment, quoi. C'est pas traîner son sac sur le parcours, quoi. C'est vraiment l'ambiance, le public, les coups qu'ils ont fait. Puis une belle ambiance de ce que j'ai vu en tout cas. Ah oui, et par les moyens du golf national qu'ils ont mis en place, les tribunes, il y avait énormément de monde et ça vraiment, je pense, ça va donner un coup de boost au golf en France. Bon, on espère en tout cas. Maintenant, les passionnés de sport au sens large comme nous vont connaître d'autres golfeurs que justement citer juste Tiger Woods, même si c'est une légende bien sûr. Ouais. Et puis ce qui est vraiment les néophytes ou les extérieurs peuvent découvrir sur des compétitions comme ça, qui ont quand même un petit format avec du public, un petit format stade, avec des tribunes, etc. C'est de voir qu'au golf aussi, c'est pas une ambiance où personne parle, morose, etc. Et où en fait les gens peuvent crier, s'exprimer. Et ce qui est extra, enfin, moi ce que je trouve pas mal, et je pense surtout vu de l'extérieur, c'est de voir des gens qui peuvent crier comme dans un stade à un moment et qui 10 secondes après vont faire un silence de cathédrale pour laisser quelqu'un jouer. Et ça, il n'y a pas beaucoup de sports. On fut un temps encore au rugby quand le joueur bottait et un peu le silence dans les tribunes. Enfin, ça c'est quand même pas mal atténué. Et au golf, vous avez ça. Et même si c'est l'équipe adverse, et je pense que si à un moment il y a l'équipe américaine un joueur de l'équipe américaine qui est prêt à jouer, qu'un joueur comme spectateur européen faire du bruit, il se fera reprendre par tous les spectateurs, indépendamment du camp globalement. Alors il y a toujours quelques petites exceptions. Il y a tellement de monde et puis il y a ça va. Mais voilà, et ça c'est assez, je pense, impressionnant de passer d'un grand encouragement à un silence de cathédrale soudain. Voilà. Puis apparemment la meilleure ambiance c'est au trou numéro 1. Du coup la première. Là, est-ce que vous y étiez ou pas du coup apparemment il faut se lever. Il faut se lever très tôt pour y aller. Ah oui, parce qu'il y avait énormément de monde. La tribune du 1 faisait 6500 places juste pour voir un coup d'une personne. Donc fallait se lever vraiment tôt. Ils ont accueilli 300 000 personnes sur la semaine. Ouais. Donc il y a des records un peu partout, spectateurs, téléspectateurs, etc. Donc ma dernière question sur la question habituelle, hein, vous la savez, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui aimeraient commencer à faire du golf, qu'est-ce que vous pouvez leur dire aux jeunes qui nous écoutent? Qu'il faudrait essayer, c'est un sport qui est hyper bien, et même pour les jeunes, qui est assez physique, même on dirait pas comme ça, mais assez physique. Et ce serait bien qu'il se démocratise en France, pour les jeunes et même pour les anciens. Puis on l'a noté, c'est un sport finalement abordable par rapport aux stéréotypes qu'on en fait. Très bien, je vous remercie. Et puis c'est un sport olympique aussi, on n'en a pas parlé, parce qu'on n'a pas l'occasion de tout parler, mais c'est un sport olympique et je pense que ça peut être une motivation d'autant plus pour les jeunes de voir le golf aux Jeux Olympiques depuis Rio 2016, si je ne me trompe pas, de retour. Donc ça c'est aussi un symbole fort et quelque chose d'important pour ce sport. En effet, tout à fait. Je vous remercie donc Nathan, Maxence et David d'être avec nous ce soir pour parler golf. On en parle peu, comme malheureusement d'autres radios, d'autres télés. Dernièrement, on en parle plus quand même. Mais il fallait en parler, surtout avec la Ryder Cup, en effet. Je vous remercie. Et nous, on passe à notre deuxième pause musicale, c'est La Rose avec le titre Loin des yeux.